Dans cette vidéo, on va étudier la suite du programme. Après avoir vu le choix rationnel du consommateur, on va étudier les effets de substitution et les effets de revenu. Derrière ces termes un peu compliqués, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe une fois qu'on en a fait le choix rationnel, comment le choix rationnel évolue quand il y a des changements dans certaines conditions, et notamment deux conditions que j'ai mis là. Comment les agents réagissent-ils à une variation du revenu ou de leur budget? Quel va être le nouveau choix rationnel une fois que le budget et donc la droite de budget va changer? Et autre question qu'on peut se poser, comment les agents réagissent-ils à une variation des prix? Donc l'étude finalement de ces deux réactions va nous permettre de mettre en lumière ce qu'on appelle les effets de substitution et les effets de revenu. Alors jusqu'ici on avait étudié donc deux activités, aller au restaurant et aller au cinéma, et le choix rationnel entre ces deux activités que l'on pouvait représenter de la sorte. On avait des quantités de restaurants, des quantités de cinéma, une droite de budget qui nous donne la contrainte et dont la pente est déterminée par les prix, le rapport des prix, et la valeur, si vous voulez, la position dans l'espace est déterminée justement par le niveau du budget. Et l'individu choisissait le panier qui lui permettait d'arriver à une courbe d'indifférence la plus élevée possible, c'est-à-dire tangente, ici au point A. Donc ça, c'était ce qu'on a fait dans les séances précédentes. Maintenant, l'idée c'est, qu'est-ce qui se passe si jamais, comme on a vu dans la vidéo de la droite de budget, qu'il faut bien connaître avant de regarder cette vidéo-là, qu'est-ce qui se passe s'il y a une variation du prix? C'est-à-dire, imaginez que la droite de budget pivote, parce qu'il y a une augmentation du prix du cinéma, et donc je peux acheter moins de quantité de cinéma au maximum, je passe de là à là, en quantité maximum. Donc, où est-ce que va se situer le nouveau choix? Où est-ce que va se situer le point de tangence avec une nouvelle courbe d'indifférence? Est-ce que ça va être par là? Est-ce que ça va être par là? Voilà, on ne sait pas. Et que se passerait-il si, là j'ai considéré un changement de prix, mais on peut aussi considérer l'autre situation, une variation du revenu. Donc que se passe-t-il si, là on avait la droite de budget initiale, que se passe-t-il si l'agent par exemple est plus riche? Donc imaginez qu'il ait une nouvelle droite de budget parallèle un peu plus haute. Où va se situer le nouveau choix? Est-ce qu'il va se situer là? Est-ce qu'il va se situer là? Donc comment évolue le choix du consommateur? Avant d'aller plus en détail, il faut juste dire deux trois mots sur la résolution graphique. Jusqu'ici, donc pour construire ce petit graphique, on va en faire un autre. Jusqu'ici, donc quand on a vu la résolution graphique et qu'on a fait ce schéma que vous connaissez bien maintenant, on n'est pas capable, avec purement des outils graphiques et purement dans le cas général comme on fait, sans chiffres précis, on est incapable de dire précisément où se situe le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite de budget. La position du point de tangence de la courbe d'indifférence à la droite de budget, vous voyez, ça pourrait être là, mais ça pourrait être ici, beaucoup plus haut par exemple. On pourrait avoir une position ici beaucoup plus haute, ou alors on pourrait avoir une position beaucoup plus basse, par exemple ici. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de la forme de la courbe d'indifférence, et ça, on ne l'a que si on a des chiffres ou que si on a une formule mathématique qui nous permet d'avoir tous les points de cette courbe d'indifférence. C'est-à-dire qu'il nous faudrait par exemple une fonction d'utilité qui nous donne un niveau d'utilité dans lequel on mettrait les quantités de cinéma et les quantités de restaurants, et ça nous retournerait un nombre, et comme ça on pourrait avoir exactement la forme de la courbe d'indifférence. Mais comme on n'a pas ces données précises, on ne sait pas exactement où se fixe le point, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire des choses quand même intéressantes et générales sur le choix du consommateur. Mais simplement retenez que on choisit souvent arbitrairement, quand on fait des représentations graphiques comme ça, le point de tangence, parce qu'on n'a pas exactement les chiffres, et pour avoir exactement la valeur ici et la valeur ici, par exemple, si on avait ce point A, il nous faudrait une formule mathématique pour avoir des chiffres et des coordonnées précises. Bien, maintenant qu'on a dit ça, on va commencer par le commencement et étudier ça. Cette première question, elle est importante, cette première question, parce que vous allez voir qu'elle intervient ensuite, on va faire ça en premier, elle intervient ensuite quand on va étudier cette deuxième question qui est un petit peu plus complexe. Donc on va déjà commencer par la première question, comment les agents réagissent-ils à une variation de leur revenu, ou autrement dit une variation de leur budget? Donc, graphiquement on a nos deux axes, je vous rappelle que nos deux axes pour représenter le choix mettent en relation des quantités, et non pas des prix.
quantité de cinéma et quantité de restaurant. On a une droite de budget initiale. Je vous rappelle que la droite de budget initiale, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par une certaine quantité de budget et le prix du cinéma, donc la dépense totale en cinéma, prix du cinéma fois quantité de cinéma, plus la dépense totale en restaurant, prix du restaurant fois quantité de restaurant, sachant que la dépense totale en cinéma et en restaurant ne peut pas dépasser le budget. Bien. Donc ça nous donnait l'équation de cette droite-là, et la pente de cette droite était donnée par le rapport des prix. Tout ça, c'est du rappel. Que se passe-t-il? Donc on revient à la question. Question numéro 1. Comment les agents réagissent-ils à une variation du budget ou du revenu? Eh bien, s'il y a une variation du budget, ça veut dire que ce chiffre-là augmente ou baisse. D'accord? Donc, imaginons qu'il augmente. On va choisir une augmentation du budget. Imaginons qu'il augmente. S'il augmente et qu'il n'y a pas de changement dans les prix, ça veut dire donc que la droite de budget se déplace parallèlement, puisque la pente est donnée par le rapport des prix et qu'ici, il ne change pas. C'est simplement la position de la droite de budget qui change, ça on l'a vu. Et donc, on a une nouvelle droite de budget. À l'origine, quand on était dans la situation bleue, on va imaginer un choix du consommateur qui était celui-là. Par exemple, il choisissait ces quantités de restaurants et il choisissait ces quantités-là de cinéma. Maintenant, il a plus d'argent. Donc il a plus d'argent, il a plus de ressources, ça veut dire qu'il va pouvoir consacrer plus de ressources de manière rationnelle à la consommation de cinéma et de restaurants. Où va se positionner le nouveau point, le nouveau choix du consommateur? Alors c'est difficile à dire graphiquement parce qu'on n'a pas, comme je vous ai dit, la formulation mathématique exacte. Simplement on peut quand même essayer de réduire le champ de recherche. On sait, on l'a vu dans la vidéo sur les courbes d'indifférence, on sait que les courbes d'indifférence ne peuvent pas se croiser. Ça veut donc dire que, regardez, ça veut donc dire que le choix du consommateur, il ne peut pas être là. Parce que s'il est là, regardez, et que je fais une courbe d'indifférence, les deux se croisent. Il ne peut pas être là non plus. Parce que si je fais une courbe d'indifférence, vous voyez, la courbe bleue, l'ancienne courbe d'indifférence et les nouvelles courbes, ici violettes, se croiseraient. Donc c'est pas possible. Donc pour que les courbes d'indifférence ne se croisent pas, il faut forcément que la zone de choix, le nouveau choix, soit compris dans cette zone-là. Mais ça peut être n'importe quel point dans cette zone-là. Et regardez ce qui peut se passer si le revenu de l'individu augmente. Si le revenu de l'individu augmente, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors attendez, on va récapituler. Si B, ou revenu, budget ou revenu augmente, on a plusieurs solutions. On pourrait avoir une hausse des quantités de cinéma. Donc si le budget augmente, l'individu pourrait augmenter ses quantités de cinéma. Pour augmenter ses quantités de cinéma, il suffit d'être sur un point. Là on avait les quantités de cinéma choisies. Il faut être dans un point qui va par là. Donc imaginons un point un peu plus, donc par ici par exemple. Donc ça, si il choisit, si c'est ça le nouveau choix du consommateur, avec une augmentation du budget, il a augmenté ses quantités de cinéma. Première solution, première possibilité. Deuxième possibilité, il pourrait diminuer ses quantités de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau point pourrait être dans cette zone-là. Donc, quelque part par là, ici par exemple. Et dans ce cas-là, eh bien, on se situe sur un point ici. C'est-à-dire qu'il aura considérablement augmenté les quantités de restaurants, mais il aura baissé ses quantités de cinéma. On serait sur une courbe d'indifférence qui serait comme ça. Et comme je vous le dis, comme on n'a pas le détail exact de la formulation mathématique, on ne sait pas si, quand le budget augmente, l'individu va augmenter les quantités de cinéma, baisser les quantités de cinéma ou avoir une stabilité des quantités de cinéma. C'est-à-dire qu'il va consommer pareil. C'est-à-dire être ici en fait. On ne sait pas. Et ces trois cas de figure, ou en tout cas ces deux cas de figure-là, sont des cas de figure importants parce qu'ils nous permettent de faire une classification. Si le budget ou le revenu augmente et que les quantités, par exemple de cinéma, là on s'intéresse aux quantités de cinéma, si le budget augmente et les quantités de cinéma diminuent, ça veut dire que le cinéma est considéré comme un bien que l'on appelle un bien inférieur. Alors en vrai, pour la plupart des gens, le cinéma n'est pas un bien inférieur.
Mais imaginez que là on parle plus du cinéma, mais qu'on considère un bien comme ça au hasard. Quand on constate une augmentation du budget et on constate une baisse des quantités consommées, donc dans cette zone-là, ici, là, de ce bien, alors on considère que ce bien est un bien inférieur. Parce que quand l'individu devient de plus en plus riche, il a tendance à de moins en moins, consommer de ce bien. Un exemple classique sont les marques distributeurs. Si vous consommez des marques distributeurs parce que vous n'êtes pas très très riche, elles sont bon marché, et plus vous êtes riche, moins vous allez consommer ces marques distributeurs, et plus vous allez consommer des marques qui sont considérées comme, entre guillemets, des vraies marques, comme Coca-Cola. C'est-à-dire que vous allez substituer le cola que vous consommez, qui est la marque distributeur, la marque repère, pour du vrai Coca-Cola. Alors, autre cas de figure. Si le budget augmente et que les quantités consommées du bien augmentent moins que proportionnellement, je mets un petit T pour le aimant. Si le budget augmente et que les quantités augmentent moins que proportionnellement, c'est-à-dire les quantités augmentent moins vite que le budget, alors le bien est un bien considéré comme normal. Quand le budget ou le revenu augmente et que les quantités consommées du bien augmentent mais moins vite, c'est un bien normal. Exemple, la nourriture. C'est un exemple typique de bien normal. C'est-à-dire qu'effectivement, plus vous êtes riche, plus vous avez tendance à augmenter votre consommation de nourriture, mais la valeur de la consommation de la nourriture, elle ne va pas aussi vite que l'augmentation du revenu. Vous allez consacrer aussi l'augmentation du revenu à d'autres choses. Donc c'est un bien normal. Graphique, si on a donc, on passe de la droite de budget bleue à la droite de budget jaune violette là, parce que l'individu est plus riche. Si l'individu plus riche consomme un peu plus de cinéma, mais dans une proportion qui va, donc un peu plus de cinéma mais moins vite que l'augmentation totale, je sais pas moi, ici par exemple, ou là, si tu pars là, ici, le cinéma sera considéré comme un bien normal. Troisième cas de figure, si le budget augmente et que la quantité consommée augmente plus vite ou plus que proportionnellement, plus vite que le budget ou plus que proportionnellement au budget, alors le bien est considéré comme un bien de luxe. Voilà. Donc c'est un bien de luxe. Et en l'occurrence, il se trouve que l'exemple n'est pas très très bon ici, parce que cinéma et restaurant sont en général des biens de luxe. Le cinéma est considéré comme un bien de luxe. Ça veut dire donc qu'au lieu d'être là, on a une augmentation du budget, d'accord, mais on a une augmentation du cinéma, des quantités consommées de cinéma, qui est plus que rapide, plus que proportionnelle au budget. C'est-à-dire que l'augmentation des quantités de cinéma est plus rapide que l'augmentation du budget, donc on va se situer carrément par là. On va se situer très à droite. Donc pour résumer, on ne sait pas, comme je l'ai dit, puisqu'on n'a pas la formulation mathématique, on ne peut pas, juste en raisonnant dans l'abstrait, savoir où va se situer le point de choix de l'individu, mais par contre, on peut déterminer des grands cas de figure, et ces grands cas de figure, c'est le bien inférieur, le bien normal et le bien de luxe, ou le bien supérieur, c'est la même chose. Et ces biens sont caractérisés par la réaction de l'individu face à une augmentation du revenu. Si son revenu augmente et qu'il baisse les quantités consommées, c'est un bien inférieur. Si son revenu augmente et qu'il augmente la quantité consommée mais moins que proportionnellement, c'est un bien normal. Et si son revenu augmente et qu'il augmente les quantités consommées plus que proportionnellement, ce sera un bien de luxe.